Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot, un concept qu'on entend vraiment partout maintenant. Oui, qui est passé un peu des cercles d'experts aux gros titres des journaux. C'est ça, la dédollarisation. Pendant des années, l'idée même, elle paraissait un peu absurde. Mhm. Un peu comme imaginer un monde sans Internet, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, c'est devenu une stratégie, une vraie stratégie active pour beaucoup de grandes puissances. Du coup, la question qu'on se pose, elle est immense. Est-ce qu'on assiste à la fin de l'hégémonie du dollar américain? C'est une question fondamentale, vraiment, parce que ça ne touche pas que la finance. Ah non. Ça touche à l'équilibre des pouvoirs, à la géopolitique, à la manière dont le monde fonctionne depuis presque 80 ans. Tout à fait. Pour explorer cette transformation, on a synthétisé tout un ensemble de recherches. L'idée, c'est de retracer l'histoire de cette domination, de comprendre les fissures qui apparaissent aujourd'hui, et puis d'essayer de voir ce qui pourrait venir après. Notre mission, si on veut, comprendre comment le dollar est devenu le roi, Le roi incontesté du monde, oui. et pourquoi son trône vacille si sérieusement aujourd'hui, et vers quoi on se dirige. Un nouvel ordre mondial ou autre chose? Allez, c'est parti, on plonge. Pour commencer, il faut revenir à la base, vraiment la base. Comment est-ce qu'une seule monnaie, une monnaie nationale, a pu devenir la monnaie du monde entier? Ça ne s'est pas fait par hasard, j'imagine. Ah non, absolument pas. C'est le fruit d'une construction stratégique, mais d'une intelligence rare. Ça s'est fait en 2 temps après la Seconde Guerre mondiale. D'abord, il y a eu les accords de Bretton Woods, en 1944. D'accord? Là, on lie toutes les monnaies au dollar qui lui-même était convertible en or. Mais le vrai coup de génie, celui qui a tout cimenté pour 50 ans, Oui. il a eu lieu au début des années 70. Et c'est le moment où les États-Unis abandonnent justement la convertibilité en or. On aurait pu croire que ça allait affaiblir le dollar, ça, non? On aurait pu, et c'est là que le pétrole entre en jeu. Nos analyses, elles mettent en lumière un accord stratégique, fondamental, passé entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, et qui a été étendu après à l'OPEP. D'accord. L'accord était simple. En échange d'une garantie de sécurité militaire, les pays du Golfe s'engageaient à vendre leur pétrole La matière première la plus importante du monde. exclusivement en dollars. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle le pétrodollar. Attends, si je comprends bien, ça a créé une demande qui était artificielle mais complètement permanente pour le dollar. Pour acheter de l'énergie, n'importe quel pays, que ce soit le Japon, l'Allemagne, Le Brésil, n'importe qui. devait d'abord acheter des dollars. Précisément, c'est un monopole de fait. Ce mécanisme a forcé toutes les nations du monde à faire quoi? Accumuler des réserves de change en dollars. Et cet argent, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Le replacer en achetant des bons du Trésor américain. C'est un cercle parfait pour les États-Unis. Un cercle vertueux pour eux en tout cas. Ah oui? Le monde entier finançait leur déficit, ce qui leur permettait d'avoir des taux d'intérêt très bas, de dépenser. Le dollar, ce n'était plus juste une monnaie. C'était le système d'exploitation de l'économie mondiale. C'est l'image parfaite? C'est un monopole qui a été accepté pendant des décennies. Qu'est-ce que les autres pays y gagnaient pour accepter ça si longtemps? La stabilité. Il faut le reconnaître, pendant très longtemps, ce système offrait une prévisibilité, une facilité pour le commerce international. Mhm. Avoir une seule monnaie de réserve, ça simplifiait énormément les choses. C'était un compromis, en fait. En sacrifier un peu de souveraineté monétaire. En échange d'un cadre stable pour la croissance. Voilà. Le problème, c'est quand le gestionnaire du système commence à en abuser un peu trop. D'accord. Donc la base est économique. Mais ce qui a vraiment fait grincer des dents, si je comprends bien la suite de l'analyse, c'est quand Washington a commencé à utiliser le dollar comme une arme. Exactement. C'est le deuxième pilier de cette hégémonie. Et c'est là que le malaise a commencé à s'installer sérieusement. Ça tourne autour de ce concept un peu technique, l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire? En clair, si une transaction, même entre, disons, une entreprise française et une banque chinoise, est faite en dollars, Oui. eh bien, elle tombe sous la juridiction des tribunaux américains. Le dollar devient une sorte de cheval de Troie juridique. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Pas du tout. L'exemple qui a provoqué un véritable électrochoc en Europe, c'est l'affaire BNP Paribas en 2014. Ah oui, cette histoire. Je m'en souviens. La banque a été condamnée à une amende, mais colossale, près de 9 milliards de dollars. Et pour quel crime au juste? Parce que, de mémoire, des opérations étaient légales en France. Justement, elles étaient parfaitement légales au regard du droit français et européen. Le crime, c'était d'avoir fait des transactions en dollars avec des pays comme le Soudan ou l'Iran qui étaient sous embargo américain. Le choc a dû être immense dans les conseils d'administration partout en Europe. Ah oui, énorme. C'est un cas d'école, parce que ça a été une prise de conscience brutale. Pas seulement pour les banques, pour tous les grands industriels, Alstom, Siemens. D'accord.
Le risque juridique américain, ce n'était plus un concept abstrait pour juristes. C'est devenu un coût direct, de plusieurs milliards, inscrit dans les bilans. Le message de Washington était d'une clarté glaciale. Notre monnaie, nos règles, peu importe où vous êtes dans le monde. C'est à ce moment-là que l'idée de trouver des alternatives est devenue une nécessité stratégique. Exactement. On sent bien la tension qui monte. On a un système qui a apporté de la stabilité, oui, mais qui est de plus en plus vu comme un outil de domination. Et puis, il y a eu un événement. Le catalyseur. Voilà, qui a tout fait basculer. Oui, la guerre en Ukraine, en 2022. Ça a été le point de rupture. La décision occidentale de geler près de 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe, c'est un acte d'une portée historique. Pourquoi plus que les autres sanctions? On en avait déjà vu contre l'Iran, par exemple. Ce n'est pas la même échelle et surtout, ce n'est pas la même cible. Là, on ne parle pas d'un petit pays isolé, on parle d'une puissance du G20, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. D'accord. Du coup, le signal envoyé au reste du monde, à la Chine, à l'Inde, à l'Arabie Saoudite, au Brésil, il a été cataclysmique. Il disait « Point, vos réserves de change, que vous pensiez être l'actif le plus sûr au monde, En fait, elles ne vous appartiennent pas vraiment. c'est ça, elles sont à notre merci et peuvent être confisquées sur une simple décision politique. » La confiance, qui est le socle de toute monnaie, a été brisée à ce moment-là. L'impensable est devenu une réalité. Et la Russie, j'imagine, s'y était préparée. Elle n'a pas eu le choix. Elle a dû accélérer une transition qu'elle avait déjà commencée. Elle s'est tournée vers ses gros acheteurs et elle leur a dit « Payez-moi dans votre propre monnaie. Et c'est là qu'on a vu la Russie vendre son pétrole à l'Inde en roupies. » Et à la Chine en yuan. Exactement. Le paradoxe est incroyable en fait. L'arme la plus puissante utilisée pour punir la Russie, le gel de ses dollars, a en réalité infligé une blessure à long terme au système dollar lui-même. C'est tout à fait ça. C'est fascinant parce que les sanctions qui étaient conçues pour isoler la Russie ont involontairement accéléré la construction d'une infrastructure financière alternative. Elles ont prouvé à tous les pays qui ne sont pas des alliés, disons, inconditionnels de Washington, que la dépendance au dollar était un risque existentiel. Le mouvement de dédollarisation est sorti de l'ombre pour de bon. Ce qui nous amène à la question suivante. À quoi ressemble cette fameuse architecture alternative? L'analyse utilise une analogie que je trouve assez parlante. On passerait d'un système centralisé, comme un vieil ordinateur central avec le dollar au milieu, À un réseau décentralisé, un peu comme Internet. C'est une excellente image. Concrètement, cette nouvelle architecture, elle repose sur deux piliers principaux, les accords bilatéraux en monnaie locale et le grand retour de l'or. Commençons par les accords bilatéraux. J'ai un peu de mal à visualiser comment deux pays, disons la Chine et l'Indonésie, peuvent se passer du dollar au quotidien. Ça ne rend pas les choses très compliquées pour leurs entreprises. C'est une très bonne question. L'outil clé, ce sont les accords de swap de devises entre les banques centrales. D'accord, les swaps. Imaginez, la Banque centrale de Chine et celle d'Indonésie signent un accord. La Chine met à disposition, disons, l'équivalent de 30 milliards de dollars en yuan pour l'Indonésie. Et l'Indonésie fait la même chose avec sa monnaie, la roupie. Exactement. Et maintenant, une entreprise indonésienne qui veut acheter des produits chinois n'a plus besoin de chercher des dollars. Elle va voir sa banque locale, elle emprunte des yuan directement grâce à cette ligne de swap et elle paie son fournisseur chinois. C'est plus simple, plus rapide et moins cher. Et les banques centrales, elles font les comptes à la fin, c'est ça? Voilà, périodiquement, elles ajustent les soldes. Ce qui est nouveau, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est la multiplication et la taille de ces accords. Ah oui? Aujourd'hui, ils forment un véritable réseau financier parallèle. La Chine, par exemple, a tissé une toile de plus de 30 accords de ce type. On construit une nouvelle plomberie financière mondiale à côté de l'ancienne. D'accord, c'est beaucoup plus clair. On voit la nouvelle plomberie se mettre en place. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour les grands équilibres du monde? Les conséquences sont multiples et profondes. La première, la plus visible, c'est la stratégie des banques centrales. Elles sont en train de changer radicalement la composition de leurs réserves. Elles vendent des dollars. Elles vendent, lentement mais sûrement, leurs obligations du Trésor américain et avec l'argent, elles achètent de l'or. De l'or physique. De l'or physique, oui, qu'elles rapatrient dans leur propre coffre. Et pourquoi l'or spécifiquement?
Parce que l'or, c'est l'actif de réserve ultime. Il n'est la dette de personne, il ne peut pas être gelé ou dévalué par une décision politique à Washington ou à Bruxelles. C'est la neutralité incarnée. Et les chiffres sont frappants, hein. La part du dollar dans les réserves mondiales, Oui, elle est passée de plus de 70% au début des années 2000 à moins de 50% aujourd'hui. Certains calculs disent même plus proche de 40%. c'est une tendance de fond énorme. C'est inexorable. L'analyse qu'on a consultée pose d'ailleurs une question assez vertigineuse là-dessus. Elle calcule que pour couvrir toute la dette américaine, le prix de l'once d'or devrait atteindre 18 000 $. C'est un calcul théorique, bien sûr. Bien sûr. Mais ça illustre parfaitement le déséquilibre entre les promesses papier et les actifs réels. Et la deuxième grande conséquence, c'est la libération d'un potentiel de croissance énorme, surtout en Asie. Ah oui, Pendant des décennies, ces pays à forte épargne, comme la Chine, ont recyclé leur surplus en achetant de la dette américaine. Maintenant, ils peuvent utiliser cette épargne pour investir massivement chez eux et chez leurs voisins. les nouvelles routes de la soie, les ports, les chemins de fer. C'est exactement ça. Et il est une distinction intéressante qui est faite. Quand l'or monte tout seul, c'est un signe de peur. Oui, Mais quand il monte en même temps que les matières premières comme le cuivre, c'est un signe de croissance réelle. de construction. Et c'est ce qu'on verrait en ce moment. Tout à fait. Ça indique que le Sud global n'est pas seulement en train de se protéger, il est en train de construire. Et en face de ça, l'Occident est confronté à ses propres limites. Le texte souligne un point crucial. Lequel? Une grande partie de la dette occidentale de ces 30 dernières années n'a pas financé des investissements productifs. Mais plutôt des dépenses sociales, de la consommation à crédit. C'est ça. Et avec la remontée des taux d'intérêt, le service de cette dette devient explosif. Le risque d'une spirale de la dette devient très très réel pour certains États. Donc on assiste à une sorte de grande divergence. D'un côté, une Asie qui investit dans l'économie réelle, et de l'autre, un Occident qui peine sous le poids de sa dette. C'est une érosion simultanée des trois piliers de la puissance américaine, en fait. La supériorité militaire qui est contestée, la domination technologique qui est rattrapée. Et maintenant, le contrôle monétaire qui se fissure. C'est une excellente synthèse. La dédollarisation, ce n'est pas un Big Bang, un événement brutal qui arrivera demain matin. Non. C'est un processus de fond, lent, mais qui semble irréversible. On entre dans une nouvelle ère monétaire, plus décentralisée, multipolaire, où la souveraineté redevient l'enjeu stratégique numéro 1. Donc le dollar ne va pas disparaître du jour au lendemain, il faut être clair là-dessus. Non, bien sûr que non. Il restera une monnaie importante. Mais son rôle de centre de gravité absolue, son privilège exorbitant, comme disait De Gaulle, ça, c'est en train de se terminer. On assiste vraiment à la fin d'un cycle. Exactement. Un cycle historique qui s'est ouvert à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour résumer tout ça, on a vu comment un système mondial très ingénieusement construit autour du pétrole et de la puissance américaine est aujourd'hui remis en cause par ses propres excès. L'utilisation du dollar comme une arme a, au final, brisé la confiance et accéléré l'émergence d'un monde financier polycentrique. Oui, un monde où des mécanismes qu'on croyait un peu appartenir au passé, L'or, les échanges locaux, l'achat massif d'or physique, les échanges en monnaie locale, redeviennent des outils de pointe de la souveraineté économique. c'est un changement de paradigme profond dont on commence à peine à mesurer toutes les conséquences. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question ouverte. L'analyse se concentre beaucoup sur le retour aux monnaies nationales et alors. Mais alors que ce nouveau système décentralisé, ce réseau multipolaire se met en place, quel rôle pourraient jouer des monnaies entièrement nouvelles, des actifs numériques qui ne seraient contrôlés par aucun État en particulier? Le prochain chapitre, ce n'est peut-être pas seulement le déclin d'une hégémonie et la montée d'autres. Mais peut-être l'avènement de quelque chose de radicalement différent, qu'on n'a même pas encore tout à fait imaginé.